باسم مدير المركز باسمكم جميعا نرحب بالأخت أستاذة ملكة رحال. في الحقيقة عند المؤرخين تاع الكراسك هي غنية عن التعريف، ولكن الرأي الجديد ما يعرفوهاش ربما، وهي باحثة في التاريخ من في باريس بالانستيتو دي طون بريزون، وهو مركز هام في البحوث التاريخية تاع العالم الثالث وتاع تاريخ أوروبا وإفريقيا. واليوم لنا كل الفخر والسرور والشرف كذلك أن نستضيف في بيتها ملكة رحال لتلقي علينا هذه المحاضرة، وكان لي أنا شخصيا السرور والشرف تلاقينا في 2006 في إطار كراسك اللي في سلسلة من لي زونكيت تاعها في العرض على بورساتيز سو لودما. عاود تلاقينا في 2011 سونتر كولتورال فرونسي تكلمت لنا على شاهد بومنجل وعائلة بومنجل، واليوم تتحفنا إن شاء الله، وهذا بدون شك بشبكة لودما وما أدرك ما لودما. ولا ربما كلكم تعرفون الكتاب اللي يصدر أخيرا من إنتاجها على فرحة عباس، ونقول لكم اشربوا اللي تري امبورطون. أنا بعدا ما apporté beaucoup de choses. هذا اللي ملكة رحال إديسيون تاع برزخ. Elle m'a fait l'amitié de me le dédicacer. Je ne savais pas à quelle allait venir, je l'ai acheté, mais je l'ai trouvé très bien. Et sûrement, nous allons la voir si on n'a pas déjà la documentation de Krask. Et sans plus tarder, sans monopoliser la parole, donc je passe la parole à Melika Rhal. Tu as pour 45 minutes, 1 heure, et on s'arrête un petit moment pour le débat, et on enchaînera aussi sur autre chose. Je vous remercie. باسمكم جميعا نترك الكلمة إلى الأستاذة ملكة رحال. شكرا أستاذ بن قدة. يسرني كثيرا أن أقدم لكم بحثي وكتابي حول الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. كما تعرفون ولا ما تعرفون، عربيتي ليست في المستوى، ولذلك سأقدم بحثي بالفرنسية. Mais je voudrais commencer par vraiment vous dire à quel point je suis heureuse et assez fière de vous présenter ce travail ici au Krask. C'est un travail long. C'est un travail qui est l'aboutissement d'une recherche que j'ai commencée en 2003. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des recherches qui ne sont pas encore terminées, ne perdez pas espoir. Elles peuvent devenir des ouvrages même après beaucoup de temps. Et pendant toutes ces années de recherche, j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler avec les collègues du Krask. Et donc, vraiment, je voudrais remercier beaucoup le directeur, M. Mestari, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à présenter ici. Remercier aussi Monsieur Ben Qada, qui a été le compagnon d'un des terrains de recherche en Oranie que j'ai pu faire par le passé et avec lequel j'ai beaucoup appris sur l'UDMA dans la région d'Oran. J'ai aussi eu l'occasion beaucoup de travailler avec d'autres chercheurs du Krask, évidemment plutôt les historiens, Fouad Soufi, Warda Tengour, et puis la génération plus jeune, Amar Mohamed Amar par exemple. Et donc voilà, c'est très agréable pour moi de venir vous parler de ce travail ici. Et ce que je voudrais faire dans cette conférence, c'est revenir sur ce que c'est que ce travail de terrain et comment le travail de terrain nourrit en quelque sorte les ouvrages d'histoire, les ouvrages des historiens d'une façon assez particulière que je voudrais développer ici. Et aussi vous présenter certaines des réflexions sur la question de la mémoire et sur la question de la façon dont on raconte l'histoire. Comment est-ce que, dans le temps qu'il m'a fallu pour faire ce livre,
comment est-ce qu'on raconte l'histoire de l'UDMA, bien sûr, mais de façon générale, comment est-ce qu'on raconte l'histoire de l'Algérie et comment est-ce que ça influence notre travail d'historien et notre rôle dans une société donnée quand on contribue à l'histoire à l'écriture de son histoire contemporaine. Alors, je vais commencer pour ceux qui ne sont pas historiens parmi vous, par vous dire en quelques mots de quoi il s'agit. L'Union démocratique du manifeste algérien, certains d'entre vous le savent certainement, c'est un parti politique qui est fondé et dirigé par un homme politique qui s'appelle Ferhat Abbas, dont vous connaissez certainement le nom, et il a une durée de vie assez courte puisqu'il dure de 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1956, donc 2 années après le début de la guerre d'indépendance. Et pour moi, quand j'ai commencé le travail, il était intéressant et problématique pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que, franchement, il n'avait pas une bonne réputation du tout. Et moi-même, si vous voulez, j'étais victime de ces stéréotypes, c'est-à-dire que moi-même, j'étais un peu d'accord avec certaines idées qu'on pouvait avoir sur l'UDMA et sur Ferhat Abbas. Alors, comme vous le savez sûrement, Ferhat Abbas, c'est un homme politique qui a une vie politique très longue. Il est né à la fin du 19e siècle, il est né en 1899. C'est un étudiant de pharmacie. Donc il a d'abord été militant dans le mouvement étudiant, il a été militant dans une association qui s'appelait l'AEMAN dans les années 20. Il a été militant avec le docteur Benjelloul dans l'Est dont il est originaire, et plutôt militant autour de l'idée qui était celle de cet ancien courant jeune algérien, l'idée de l'assimilation, c'est-à-dire que le développement de la population algérienne colonisée par la France, pourrait se faire progressivement à mesure que les habitants de l'Algérie deviendraient des citoyens français comme les autres. Avec l'assimilation allait venir le développement économique, évidemment le développement culturel, l'augmentation de la scolarisation, et qu'on pourrait arriver à une situation où les habitants de la colonie seraient tous à égalité les uns des autres et donc à la réalisation d'un rêve de citoyenneté, si vous voulez. Tout le monde pourrait être citoyen. Et c'est très important cette idée d'accéder à un rêve de citoyenneté, parce qu'on va retrouver cette question un petit peu plus tard. Ce qui différencie un peu Ferhat Abbas de quelqu'un comme le docteur Benjelloul, par exemple, c'est que lui est beaucoup plus préoccupé par la question de la masse, du nombre des habitants. Que pour faire de la politique sérieusement, c'est surtout une idée qu'il développe à la fin des années 30, il faut être nombreux. Ça ne suffit plus d'être une élite de gens qui se réunissent dans un salon pour discuter entre nous, mais il développe cette idée qu'il faut faire venir à l'intérieur d'une organisation des gens nombreux qui vont être actifs. Et aussi, il est très préoccupé, peut-être plus que Benjelloul, par la question de la paysannerie. Le développement de la paysannerie, le développement économique de la paysannerie et la mobilisation politique de la paysannerie. Mais la vraie rupture pour Ferhat Abbas, elle se passe déjà plusieurs années avant la création de l'UDMA. Elle se passe en 1943, dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale, quelques semaines ou quelques mois après le débarquement des Anglais et des Américains en Algérie, lorsque, après beaucoup de discussions entre l'ensemble des forces politiques qui représentent l'Algérie colonisée, Ferhat Abbas rédige avec d'autres un texte extrêmement important qui s'appelle le Manifeste du peuple algérien de février 1943. Alors pourquoi c'est très important ? Parce que c'est un texte qui fait rupture complètement avec la question de l'assimilation. À partir de 1943, on ne peut plus dire, et on le dit quand même, mais en fait on n'a pas raison, on ne peut plus dire que Ferhat Abbas est en faveur de l'assimilation, c'est faux. Le discours à partir du manifeste du peuple algérien devient très clair, c'est une condamnation absolue de la colonisation, et ça ouvre la voie à un discours
en faveur de l'indépendance. Donc vraiment, à partir de 1943, les choses changent et aussi la manière de s'organiser change. Autour du manifeste du peuple algérien, on crée une association, l'association des Amis du Manifeste et de la Liberté, dont le but c'est de mobiliser les gens, de les faire adhérer, mais y compris les gens les plus populaires, y compris les paysans, y compris les ouvriers, y compris le petit peuple des villes. Le but de l'organisation n'est pas du tout de faire une organisation d'élite, mais de faire une organisation populaire. Et d'ailleurs, les partisans, si vous voulez, rivaux de Ferhat Abbas, les partisans de Messali Hadj, sont aussi partie prenante de cette association des Amis du Manifeste et de la Liberté. Comme vous savez sûrement, cette association des Amis du Manifeste et de la Liberté, elle est victime de la répression du 8 mai 1945, où les dirigeants des Amis du Manifeste et de la Liberté sont considérés comme les responsables et des manifestations et des émeutes, et donc ce sont les premiers à être réprimés. Ils sont souvent arrêtés, certains sont mis dans des camps, certains par exemple comme à Guelma sont simplement assassinés. On prend la liste des Amis du Manifeste et de la Liberté et on assassine tous les dirigeants du comité local des Amis du Manifeste et de la Liberté. Donc 45-46, c'est une période de désorganisation complète. La répression est tellement forte que les organisations qui existent, par exemple le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, ne peuvent exister qu'en clandestinité, et les Amis du Manifeste et de la Liberté sont complètement désorganisés. Ferhat Abbas, lui aussi, est emprisonné. Et à dire vrai, à ce moment-là, Abbas considère un peu que c'est la fin de sa carrière politique. Il a déjà beaucoup vécu, il a déjà beaucoup milité. Il écrit en prison plusieurs textes qui, notamment ce qu'on a appelé un testament politique, qui ont l'air de montrer que pour lui, c'est terminé. Et c'est très important ce moment-là, cette bascule de ce qui se passe entre 1943, 1945 et ensuite 1946, parce que c'est une sorte de relance politique. En mars 1946, les hommes politiques qui ont été emprisonnés bénéficient d'une loi d'amnistie, donc ils sont libérés. Sont libérés certains partisans de Messali Hadj, sont libérés certains partisans de Ferhat Abbas, sont libérés des gens qui sont dans la mouvance de Jam'iyat al-Ulama, et tous ces gens se parlent entre eux, discutent entre eux pour essayer de savoir comment ils vont faire de la politique. Aussi, ils ont besoin de discuter entre eux parce que les conditions changent. Il y a un certain nombre de lois qui sont prises par le gouvernement du général de Gaulle, qui est le gouvernement qui vient de réprimer 1945, mais notamment on a des lois électorales nouvelles qui permettent à la population colonisée d'Algérie de voter. Et notamment, la population colonisée d'Algérie va pouvoir voter pour élire des gens à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Et ça, c'est très important. C'est complètement inégalitaire. Les gens du premier collège, les Français d'Algérie, élisent, je ne sais plus, 13 députés. Les colonisés d'Algérie, qui sont 9 fois plus nombreux, élisent aussi 13 députés. Donc on n'est pas dans un système un homme, une voix. On est dans un système un homme, un dixième de voix. Mais quand même, c'est la première fois qu'on peut élire des gens directement pour aller à Paris. Et ça, ce que je voudrais vraiment... ce sur quoi je voudrais vraiment insister, parce que ça m'a surpris moi-même quand j'ai écrit l'ouvrage, c'est le fait qu'en 1946, pour tous les Algériens, cette possibilité électorale, elle ouvre un espoir énorme. C'est pas seulement les partisans de Ferhat Abbas, même chez les messalistes, on pense vraiment que quelque chose peut se produire. La preuve, c'est que Messali Hadj est candidat aux élections. Donc c'est bien la preuve que chez les messalistes aussi, on y croit. Et on pense que dans cette assemblée, alors ce qu'on va élire en 1946, c'est une assemblée nationale constituante. On se dit, mais si on est à Paris et qu'on va rédiger la constitution, au fond, on pourrait rédiger une constitution qui dit l'Algérie est indépendante. C'est possible. On ne sait pas si ça va marcher, mais l'avenir d'une Algérie indépendante, même associée à la France, enfin peu importe, avec des liens qui resteraient un certain temps, etc., il est possible à très court terme. En 1946, pour l'Algérien qui va voter aux élections, qui lit le journal, qui lit la presse, la possibilité d'une forme d'indépendance, elle est imaginable à l'horizon de
2 ans peut-être, ou 3 ans peut-être. 5 ans plus tard, elle a disparu. Elle est repoussée à beaucoup. Donc vraiment, je trouve intéressant d'avoir pu repérer comment dans la vie quotidienne des gens l'avenir est plus ou moins près. Et bien en 1946, l'avenir, et l'avenir indépendant, il est très près. Il pourrait être après-demain au fond, parce que pour la première fois, on va envoyer des élus à l'Assemblée nationale française et ils vont porter la parole de l'indépendance dans l'Assemblée nationale française. Alors le contrepoint de cet enthousiasme, le contrepoint de cette mobilisation, c'est que du côté de la colonisation française, du côté de l'administration française, on est terrifié. On est terrifié. Ce sont les séries de documents presque les plus intéressantes que j'ai trouvées à lire. Ce sont les très très nombreux rapports de police de cette première élection nationale dans laquelle des indépendantistes se présentent. Donc c'est l'élection législative de juin 1946. Et partout en Algérie, les commissaires de police, les commissaires de gendarmerie, les administrateurs de communes mixtes, tout le monde rédige des rapports et tout le monde est franchement terrifié. Ils sont terrifiés pourquoi ? Parce que les indigènes s'organisent. Parce que Ferhat Abbas et ses amis, Ahmed Boumenjel, Ahmed Francis, Qadour Sator, les responsables locaux dans l'Oranie, ça va être par exemple Qada Boutaren, ça va être Hiresh, ça va être le professeur Azza, ça va être les responsables locaux des comités de ce qui ne s'appelle même pas encore l'UDMA, ça s'appelle juste le manifeste. Ces comités locaux organisent des réunions, font venir des gens, font venir le jour du marché des paysans, des commerçants, font parfois venir des femmes, font venir des enfants, organisent des représentations théâtrales par exemple, et tous ont un discours électoral très fort, parviennent à mobiliser dans l'enthousiasme et ils ont un discours qui est favorable à l'indépendance. En fait, tous ces administrateurs, ces policiers, ils décrivent ce qui est en train de se passer, pas tellement comme si c'était une élection, mais un peu comme si c'était une insurrection paysanne. Ils sont terrifiés. Chaque fois qu'ils entendent des paysans dire Sultan Ta'ana Ferhat Abbas, ils sont terrifiés. Ils ont l'impression que demain, on va les égorger, on va les tuer. Alors qu'en fait, on va voter quand même. C'est juste ça qui est en train de se passer. C'est que les gens vont exercer leur droit de vote. Donc je trouve que ça dit vraiment quelque chose sur quel est le rapport colonial et quel est l'état dans lequel on peut tolérer, si vous voulez, la population indigène algérienne. Elle est tolérée dans la mesure où elle ne se mobilise pas politiquement, elle n'a pas un discours évidemment d'indépendance, elle n'a pas un discours d'autonomie et elle n'a pas ses propres leaders pour soulever l'enthousiasme. L'enthousiasme, la mobilisation, l'organisation, ça met complètement en panique l'administration coloniale. Ce qui est remarquable également pendant l'ensemble de la période d'existence du parti, c'est que ces formes d'organisation, elles vont durer. Pendant toute la période, les 10 années d'existence du parti, on va continuer à trouver localement des formes d'organisation, des comités. Parfois, ce sont des associations locales. Alors, dans chaque municipalité, vous avez une section du parti. La section, elle a un président, elle a un secrétaire, elle a un trésorier. Enfin, si vous avez fait même du militantisme associatif, vous savez que c'est le minimum organisationnel, il faut qu'il y ait un bureau. Et selon les lieux, les activités sont plus ou moins vivantes ou plus ou moins dynamiques. Comme dans tous les partis, on n'est parfois pas satisfait parce que ça se passe pas suffisamment bien. Mais entre les témoignages des anciens du parti et les rapports de police, on arrive vraiment à retracer lieu par lieu le genre d'organisation. Je trouve ça, par exemple, remarquable de pouvoir comparer la différence entre, et ça c'est vraiment une des parties qui a été très très importante dans le travail avec Sadr Benkhada, de comparer comment ça se passe à Oran par exemple et comment ça se passe à Tlemcen. Dans toutes les villes, au fond,
le parti politique essaye d'utiliser ce qui existe comme structure associative, comme structure culturelle, comme forme d'organisation de la population colonisée. Et ce qui existe, c'est pas toujours la même chose. À Constantine, par exemple, le parti utilise des formes d'organisation qui sont des formes d'organisation de très vieille citadinité. Par exemple, il y a un siège du parti qui est vraiment un cercle, nadi. On s'y retrouve, on parle de politique et en même temps on joue aux cartes, on boit du café, on lit le journal à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours celui qui sait lire, qui lit le journal pour ceux qui ne savent pas lire. Les notables de la ville viennent toujours s'y arrêter pour se rencontrer entre eux. Et puis comme c'est nadi, il n'y a pas de femmes. C'est pas, ça ne se fait pas que dans cet univers un peu de café où on fume et où on joue au domino, les femmes participent. Mais dans le dynamisme de la ville, le cercle du parti fonctionne bien. Il fonctionne aussi très bien à Constantine en connexion avec Jam'iyat al-Ulama. Et à Constantine, comme dans d'autres lieux, on se rend très vite compte, si on regarde exactement qui fait quoi, que Jam'iyat al-Ulama et l'UDMA sont en fait souvent la même chose. Ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez dans le cercle de l'UDMA et la madrasa de Jam'iyat al-Ulama. Souvent, ce sont les mêmes personnalités. Alors, on en trouve aussi d'ailleurs quelques-unes du même exemple à Oran. On trouve des personnes qui ont été un petit peu éduquées en français, qui n'ont jamais pu s'éduquer en arabe, mais qui considèrent que du coup, pour cette raison-là, c'est leur devoir de soutenir Jam'iyat al-Ulama, de faire partie du bureau, de développer les madrasas de Jam'iyat al-Ulama pour que leurs enfants puissent apprendre l'arabe là où eux-mêmes n'ont pas pu l'apprendre. Donc l'idée qu'on aurait un partage vraiment clair entre Jam'iyat al-Ulama arabophone et Ittihad al-Démocratie al-Bayan al-Jazairi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, souvent, ce sont les mêmes, avec un engagement associatif dans Jam'iyat al-Ulama et avec un engagement politique dans le parti. Et ça, à Constantine, c'est extrêmement fort. Le fait que les deux sont très très connectés. C'est aussi très fort dans d'autres villes, c'est très fort à Sétif, c'est fort à Alger également, c'est fort à Tlemcen par exemple, c'est fort à Ndroma. À Oran, j'imagine que vous le savez, ça n'est pas tout à fait aussi simple parce que la ville d'Oran est simplement très très différente. Sa sociologie n'est pas la même, elle n'a pas la même culture citadine très très ancienne. C'est une ville qui a été longtemps à très grosse majorité européenne. Le centre-ville est vraiment une ville à majorité européenne. Et pour son peuplement algérien, c'est une ville d'immigration récente. Donc on n'a pas la même vieille culture citadine, les mêmes cercles où on boit le café en parlant entre gens de la khassa, si vous voulez. On n'a pas cette même habitude. Et du coup, le parti ne fonctionne pas du tout de la même façon. Si on regarde les endroits où le parti s'organise, on se rend très vite compte qu'en réalité, il y a au moins un lieu par quartier et que ce n'est pas toujours possible pour le parti de posséder ces lieux. Il y a un cercle du parti, un local du parti, il est très peu utilisé, on n'y fait presque jamais aucune réunion, mais par contre, on se réunit beaucoup dans les cinémas, on se réunit beaucoup dans les cercles d'autres associations. On se réunit aussi beaucoup, et ça c'est surtout vrai à partir des années 50, dans les salles de la ville. On se réunit beaucoup au théâtre d'Oran. On se réunit beaucoup au casino Bastrana, par exemple. Parce qu'on cherche à occuper les lieux principaux de la ville et on est dans une stratégie, je ne sais pas si elle est volontaire ou si elle est d'une certaine façon accidentelle, mais
réoccupent les lieux principaux du centre de la ville. Donc on a besoin de lieux qui sont très près de là où vivent les habitants. On a besoin d'avoir des lieux à Al-Hamri, on a besoin d'avoir des lieux à Medioni, Mdina Jdida, et puis on a besoin d'avoir des lieux de prestige où on peut essayer d'organiser des meetings, par exemple dans le théâtre municipal. Et il y a quelque chose de vraiment émouvant quand on écoute les témoignages et qu'on lit aussi les rapports de police, de voir comment, à chaque meeting, par exemple, il y a une espèce de joie de s'organiser. Et on manifeste pas beaucoup. Dans les années 40 et les années 50, le risque de la répression est très fort, donc il y a très peu de manifestations dans la rue. Mais aller ensemble à un meeting, c'est une façon de faire presque une manifestation sans qu'elle soit complètement une manifestation. On se regroupe, on marche ensemble vers le centre-ville et on se réunit au théâtre pour aller écouter, par exemple, Ferhat Abbas donner une conférence, ou pour écouter le groupe de la jeunesse de l'UDMA qui donne une pièce de théâtre, qui va organiser des pièces de théâtre nationalistes, ou qui va organiser des sketchs, ou qui va organiser des spectacles de chant, qui vont avoir un contenu nationaliste et que le public va pouvoir, auquel le public va pouvoir participer. Tout ça se fait toujours sous l'œil de la police. Et dès qu'il y a un langage qui dépasse un petit peu ce qui est acceptable, souvent les performances sont interrompues. Quand il y a de l'improvisation, c'est interrompu. Parfois, évidemment, on arrête aussi les jeunes, on leur donne un mauvais quart d'heure, on leur fait passer un mauvais quart d'heure pour leur apprendre à avoir eu un discours un peu trop nationaliste. Mais on voit comment, malgré la domination coloniale, si vous voulez, il y a de l'activité, il y a de la vie collective et il y a des formes d'organisation qui impliquent les jeunes. Cette organisation, dans plein de cas, elle dépasse aussi le culturel et le politique. C'est aussi, par exemple, le domaine sportif. Dans beaucoup de villes, on a un parti politique. C'est le cas à Tiaret, c'est le cas à Sétif, c'est le cas à Alger. Le parti politique UDMA, mais aussi les autres partis politiques, essayent de développer l'activité des équipes de football, par exemple, comme un moyen de mobiliser les jeunes, de les organiser et de contribuer à les enrôler en quelque sorte dans un mouvement nationaliste qui ne soit pas qu'un mouvement nationaliste où on parle, mais aussi un mouvement nationaliste où on fait des choses, où on se retrouve, où on s'organise et où on s'accoutume en quelque sorte à l'idée nationaliste. Alors, je vous ai dit, la vie du parti, elle est relativement brève, ça n'est que 10 ans. Pour un parti politique, c'est assez court, c'est même pas tout à fait assez long pour qu'on puisse vraiment parler d'un parti politique, parce que, évidemment, la grande affaire, c'est que d'un point de vue politique, d'un point de vue de réforme politique, les réformes qui sont voulues par l'UDMA, elles ne marchent pas. Les 13 députés de l'Assemblée nationale ne peuvent pas faire voter un statut qui va donner son indépendance à l'Algérie. Les députés de l'UDMA se confrontent avec le fait qu'en France non plus, on n'a pas du tout envie de les écouter. Les Français d'Algérie ne souhaitent pas l'indépendance de l'Algérie, mais les Français de France n'ont pas du tout envie d'entendre parler de ça non plus. De plus, à mesure que les élections se succèdent, les systèmes de trucage électoral sont mis en œuvre pour faire que de moins en moins les élus nationalistes peuvent gagner des élections. Ils sont progressivement remplacés par ce qu'on a appelé les bni oui-oui. Et donc, de plus en plus, leur travail politique, le travail des partis politiques se réduit. Il est de moins en moins à l'Assemblée nationale ou au Conseil municipal ou à l'Assemblée algérienne, mais de plus en plus, il est cantonné sur le terrain. Et les partis politiques, dont l'UDMA, n'ont en fait pas grand-chose à offrir en contrepartie de leur mobilisation à leurs militants. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en 1946, lorsque l'UDMA mobilise, elle a quelque chose à offrir à ses militants. Elle peut leur dire, si nous gagnons, dans 2 ans ou dans 3 ans, on espère qu'on pourra gagner l'indépendance par la voie légale.
Arrivé en 51, par exemple, l'UDMA n'a quand même pas grand-chose à offrir. Les militants le savent, les élections sont truquées, l'indépendance n'est pas du tout pour demain, et ça devient de plus en plus dur de mobiliser en réalité. Parce que ni l'UDMA, ni le MTLD, ni le PCA, en réalité, n'ont grand-chose à offrir. Comme vous le savez, cette situation, elle est transformée radicalement par le 1er novembre 1954 et par le déclenchement de l'insurrection. Et pour l'UDMA, ça change complètement la donne, cette insurrection. Parce que, en tant que parti légal, elle a d'abord une réaction légale à donner. Cette réaction, c'est une réaction très mesurée de compréhension de ce qui se passe et en même temps d'inquiétude. C'est-à-dire, nous sommes inquiets de ce qui peut se produire à partir de cette insurrection, mais nous comprenons bien d'où vient l'insurrection et pourquoi elle est nécessaire. Mais en même temps, sur le terrain, là où ça change beaucoup les choses, c'est que les militants, et notamment les plus jeunes, eux, ils sont confrontés à l'insurrection. Ils sont confrontés à la tentation, par exemple, de prendre le maquis. Ils sont confrontés à l'augmentation de la répression, les arrestations, l'usage de la torture et tout ce qu'on connaît de la répression de l'insurrection. Donc de plus en plus, on a un parti politique qui se coupe en deux, avec à la tête un Ferhat Abbas et une direction du parti qui mène sa barque sans communiquer, parce que il est impossible légalement d'expliquer qu'à partir de 1955, on est en pourparlers avec le FLN, par exemple. On ne peut pas le dire parce qu'on risque la répression. Donc ces négociations qui s'organisent avec le Front de Libération Nationale sont des négociations qui sont complètement secrètes. Et du coup, la jeunesse n'est pas au courant. Et si la jeunesse n'est pas au courant, elle s'agace, elle s'énerve, elle a envie que des actions de plus en plus radicales soient prises. Donc vous avez des documents qui sont très troublants, où vous avez des dirigeants du parti, je pense en particulier à Ferhat Abbas et Ahmed Boumengel, qui sont en train de mener des négociations secrètes et qui reçoivent des délégations de la jeunesse, qui viennent leur dire mais il y en a marre là de l'attentisme, nous on veut, dites-nous qu'on doit monter au maquis. Nous, on veut monter au maquis, on veut votre autorisation pour monter au maquis. Et les deux ne peuvent pas se parler, parce que les négociations secrètes doivent rester secrètes, et que l'ensemble des militants doit continuer à ignorer ce qui est en train de se faire à la tête du parti. Donc beaucoup de ralliements, notamment parmi les plus jeunes, mais aussi parmi les militants locaux, sont des ralliements qui sont individuels, qui ne passent pas par une décision du parti, et où on voit, notamment on le voit à Oran, d'anciens militants qui remobilisent leur savoir-faire et leur connexion militante pour les apporter au FLN et pour apporter leur soutien au FLN. Cette situation d'inconfort, elle dure jusqu'en 1956, lorsque, vous le savez, officiellement, Ferhat Abbas et la direction du parti dissolvent entièrement l'UDMA et se rallient au FLN. Alors cette décision de dissolution, je voudrais juste la discuter quelques minutes, parce que vous savez sans doute que ce qui se passe en 55 et 56, c'est extrêmement important, et ça ne concerne pas que l'UDMA. Ça concerne en même temps le Parti communiste algérien. Et avec les deux organisations, le Front de Libération Nationale est en pourparlers, avec deux organisations politiques qui cherchent à rentrer dans le FLN tout en conservant leur identité de parti. De ce point de vue-là, le Parti communiste algérien est quand même plus fort. Son organisation est plus structurée, il a davantage de militants, et donc le Parti communiste algérien est le seul qui parvient à signer un accord avec le FLN qui prévoit que le Parti communiste demeure. C'est un accord un peu complexe qui prévoit que les combattants du Parti communiste seront versés à l'Armée de libération nationale, mais que le Parti communiste va continuer à exister de façon très isolée en fait de ces combattants. Par contre, du côté de l'UDMA, l'accord auquel on arrive est un accord différent, qui est un accord de dissolution complète et de ralliement des dirigeants de façon assez spectaculaire au Front de libération nationale. Le résultat de ça, c'est que ça apporte des dirigeants nouveaux au Front de libération nationale, notamment Ferhat Abbas. Et ça,
politiquement, c'est quand même un gain sur la scène internationale qui est assez intéressant pour le Front de Libération Nationale, parce que Ferhat Abbas est très réputé et qu'il a énormément de contacts à l'extérieur. C'est quelqu'un qui connaît bien les hommes politiques français, qui présente un visage qu'on connaît. D'ailleurs, quelques années plus tard, en tant que premier président du gouvernement provisoire, il fait la une de Time Magazine, par exemple, comme vraiment le visage du gouvernement provisoire. Donc cet apport politique, il n'est vraiment pas négligeable pour le Front de Libération Nationale. Mais le fait que le parti se dissolve, ça a des conséquences extrêmement concrètes dans le vécu et l'expérience des anciens militants. Et je voudrais du coup passer à une seconde thématique sur laquelle je voudrais m'arrêter aujourd'hui. C'est cette question de la mémoire et du travail de terrain dans les conditions qui étaient celles de l'Algérie des années 2000 et 2010, dans lesquelles j'ai travaillé, mais aussi dans les circonstances particulières qui sont celles de l'UDMA et de la mémoire de l'UDMA dans l'Algérie indépendante. Moi, au début de ma recherche, je me suis dit que j'allais rencontrer des anciens UDMistes et qu'un entretien allait forcément me conduire à un autre entretien et que j'allais en trouver beaucoup. Que certainement, si je rencontrais des anciens militants, ils allaient avoir gardé des documents et que donc peut-être j'allais trouver des archives. Peut-être même j'allais trouver les archives de l'UDMA. Ce parti, il a produit énormément de papiers, il a produit énormément de rapports. Ça se voit dans les archives de police parce que parfois les documents sont saisis. Et donc j'étais sûre que j'allais bien finir par les trouver. Et en fait, ça ne s'est pas trop passé comme ça du tout. Ça a été la déconfiture. Je me rappelle de ce mois à Oran où j'ai passé tout un mois. Et je pense qu'à la fin du mois, j'avais rencontré 3 anciens UDMistes. Parce que voilà. Parce que d'abord, les militants de l'UDMA étaient un peu plus âgés que les militants du MTLD. Et notamment les dirigeants, notamment ceux qui sont connus, ils étaient un peu plus âgés. Et donc quand j'ai commencé ma recherche en 2003, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vivants. Ça, c'était une première chose. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que quand je pouvais les rencontrer, leurs témoignages étaient pas très vivants. En particulier, je vais vous donner un exemple concret. Je me rappelle d'avoir interviewé quelqu'un où vraiment, moi, c'était mes premiers entretiens. J'étais très, très timide. Et ça ne démarrait jamais. Je posais une question, la personne me disait oui, non, et puis il fallait poser une autre question, et c'était encore oui, non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas, enfin, ça ne donnait rien du tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben voilà, je ne vais rien apprendre, je suis chez cette personne, parlons d'autre chose, et puis on parle de la guerre. Et alors là, la guerre. Et en avant, la personne se met à me raconter ce qui s'est passé pendant la guerre et où il a été au maquis, où il n'a pas été au maquis, mais son frère, son cousin, son oncle, ses enfants. Et ça se met il y a plein d'histoires, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, c'est... Comment c'est possible que quelqu'un qui a une si bonne mémoire pour la guerre ne se souvienne de rien pour l'UDMA ? C'est quand même énervant. De la même façon, lorsque je posais des questions... Alors, heureusement, j'avais eu tous mes rapports de police, donc j'avais des listes de noms, et je pouvais dire, est-ce que vous vous souvenez de monsieur Untel et madame Untel, et ça a aidé un petit peu, mais qui est-ce que je peux rencontrer de l'UDMA ? Les gens disaient non, il y avait le vieux Hiresh, mais il est mort. Et je disais, mais quand même, il n'y avait pas que Hiresh. À Oran, il devait y avoir des jeunes quand même. On ne se souvenait pas très bien, ou on ne s'était jamais revus, ou alors on ne s'était jamais revus depuis 50 ans. Ou alors le cas le plus drôle, c'était lorsqu'on a rencontré M. Rached, qui me racontait qu'à Oran, il y avait des groupes de femmes. Il y avait un groupe de jeunes femmes militantes de la JUDMA à Oran et qu'elles étaient incroyables, extraordinaires, qu'elles étaient hyper sportives, qu'elles écrivaient dans le journal, il était collectivement amoureux de ces femmes. Vraiment, il était fou d'admiration devant ces femmes avec lesquelles il a milité, etc. Et je lui ai dit, mais alors ces femmes, est-ce que je peux les rencontrer peut-être ? Et il m'a dit, mais
Mais je sais pas, c'est des vieilles grand-mères maintenant. Et je disais, bah, je sais pas, vous aussi vous êtes un vieux grand-père, enfin. Il n'avait jamais gardé le contact, pour des raisons qui sont évidemment aussi des raisons d'organisation sociale. Et j'ai mis très très longtemps à réaliser que, en fait, parmi ces jeunes femmes, il y avait sa sœur. Mais je ne saurais pas vous expliquer exactement quelle était la réserve. Mais il n'allait pas m'ouvrir la porte à ce groupe de femmes pour que je puisse les rencontrer, peut-être par gêne, peut-être parce qu'il n'avait pas gardé le contact, peut-être parce qu'il avait un peu oublié que sa sœur faisait partie de ce groupe, mais de fait, je n'en ai jamais rencontré. Je sais qu'elles existent, mais je n'en ai jamais rencontré. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples comme ça, de gens qui n'ont jamais gardé le contact entre eux. Et ça, en fait, c'est une vraie question. L'UDMA se rallie en 1956 et se dissout. Il n'existe pas d'UDMA après la guerre. Il n'existe pas non plus d'association des anciens de l'UDMA après l'indépendance, pour des raisons qui sont les raisons politiques de l'Algérie d'après l'indépendance. Et non seulement ça, mais en plus, on a affaire à une mémoire qui est une mémoire assez négative de l'UDMA dans les années d'indépendance. On considère aujourd'hui que Ferhat Abbas et l'UDMA, c'est l'indimage, c'est l'assimilation, c'est un parti bourgeois, c'est un parti francophone, ce qui n'est pas tout à fait exact, et c'est pas du tout un parti révolutionnaire. Ce qui était bien après l'indépendance, c'était d'avoir été un parti populaire, voire populiste, un parti révolutionnaire, un parti, si c'est possible, arabophone. Je ne sais pas si ça a existé, mais en tout cas, dans l'imaginaire, il aurait fallu avoir été arabophone, et puis il aurait fallu avoir été musulman pour bien faire. Il aurait fallu avoir été Jama'iyat al-Ulama. Donc, l'UDMA a une réputation qui n'est pas bonne après l'indépendance. Et ça a un effet sur les souvenirs des gens, sur la façon dont ils se racontent et sur les contacts qu'ils conservent les uns avec les autres. Tout ce qui se passe dans les années d'après l'indépendance et la façon dont on raconte l'histoire, elle fait que 50 ans plus tard, quand je rencontre un vieil udmiste, au moment où je lui dis mais qui est-ce que je peux rencontrer, il me dit non, je vois pas. Je vois pas, j'ai pas vraiment de souvenirs à vous raconter. Cette histoire, elle n'est pas héroïque, elle n'est pas glorieuse. Je ne l'ai pas racontée 18 fois à mes petits-enfants. Et du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire. Et du coup, ça c'est resté cette enquête de terrain, quelque chose d'un petit peu sec, si vous voulez. Et là, vraiment la différence avec quand on a vu M. Bourassa, par exemple, qui était un ancien du MTLD, la différence, elle était vraiment très claire. Parce que ancien du MTLD, ancien militant avec Messali Hadj, là, pour le coup, lui, il était beaucoup plus heureux de nous raconter beaucoup de souvenirs très vivants de la même période exactement. Alors, parmi les souvenirs qu'il nous a racontés, qui correspondent assez bien avec les archives de police que j'ai pu trouver, il y a le fait que entre gens du MTLD et gens de l'UDMA, mais qu'est-ce qu'on s'est bagarré, mais qu'est-ce qu'on s'est insulté. Jusqu'à maintenant, voilà, jusqu'à maintenant, exactement. Lui m'expliquait comment, par exemple, ça faisait partie de son travail de jeune normal du MTLD, d'aller assister au meeting de Ferhat Abbas, pour dire quoi pour faire référence au fait que Ferhat Abbas était marié à une Française. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand on était du MTLD? On allait se mettre dans le fond de la salle et on criait, parce que sa femme s'appelait Madame Pérez avant de se marier, on criait « Madame Pérez, Madame Pérez ». Vous n'auriez pas dû vous marier avec une Française et on va le meeting à partir de ce prétexte. Le fait que Messali Hadj soit marié à une Française n'a aucun, n'est-ce pas, ça n'a aucun rapport. Vous voyez l'usage, dès l'époque, l'usage des stéréotypes croisés. Mais l'autre, elle était veuve de guerre. Ah voilà, alors après, on construit l'histoire de façon très, très différente. Mais vous voyez comment, déjà à l'époque, ces stéréotypes existaient. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant quand je vous disais la façon dont on raconte l'histoire. Donc quand j'ai commencé le travail de recherche, je me suis confrontée à un stéréotype très négatif au sujet de l'UDMA. L'UDMA, parti francophone, parti bourgeois, parti laïque. Etc. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir que le stéréotype, il se construit à l'époque, déjà. Et que on stigmatise Ferhat Abbas, par exemple, parce qu'il ne parle pas l'arabe, mais en fait, il parle l'arabe en réalité quand même, malgré tout.
Donc on va le voir, et lorsque à chaque meeting, il fait toujours attention à ce qu'il y ait un passage en français pour inviter les Français du Parti socialiste ou du Parti communiste à rejoindre l'UDMA. Chaque fois qu'il parle en français, les gens du NTLD dans le fond de la salle s'arrêtent pour crier « Blarbiya, Blarbiya », etc., etc. Donc il y a beaucoup de vigueur dans les meetings. Et ce que j'ai trouvé aussi fascinant, c'est le fait que vous avez le stéréotype retour. C'est-à-dire que les udmistes aussi, ils ne sont pas en reste dans leur stéréotype. Et alors, c'est quoi leur stéréotype ? Ils adorent, par exemple, raconter des histoires comme quoi les gens du MTLD sont des faux ouvriers. Donc, j'ai recueilli beaucoup d'histoires où ils disent les militants, les élus du MTLD, quand ils allaient dans une ville, ils s'arrêtaient à l'extérieur de la ville et ils enlevaient leur costume 3 pièces pour mettre à la place des tenues d'ouvriers, des bleus de travail, etc., pour se faire passer pour plus populaires qu'ils n'étaient. L'autre stéréotype, c'est de les accuser d'être des chômeurs professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont payés par le parti pour juste faire de la politique, alors qu'en fait, ils n'ont pas de travail. Les udmistes sont très fiers de dire qu'eux, ils n'étaient souvent pas des permanents, qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le parti, ils ont conservé leur métier de commerçants, de profession libérale, parfois aussi d'ouvriers ou de paysans, tout en militant, et que vraiment les dirigeants du MTLD étaient des gens très populaires, très populistes, voire un peu vulgaires. Et on trouve vraiment ce stéréotype très fortement. Et dans certains lieux, je vous rassure, les gens de l'UDMA, ils allaient dans les meetings du MTLD et ils leur renvoyaient l'appareil, ils les insultaient de la même façon, avec le miroir des stéréotypes du MTLD. Alors cette question de la rivalité de deux partis, pendant toute la période, pour moi, elle a été vraiment importante et complexe, parce que pendant 10 années, 1946-1956, je vois bien deux choses. Je vois bien d'abord qu'il y a une très très forte aspiration à l'unité des nationalistes. Et à l'UDMA et au MTLD, notamment dans la jeunesse, on n'est pas très content du fait que les partis se fassent la compétition dans les élections. Ça ne plaît pas à beaucoup de militants. Et ils souhaitent vraiment un rassemblement des forces pour être plus forts contre le colonialisme, pour développer des idées un peu plus radicales. Et en même temps, ce que je trouve remarquable aussi, c'est le fait que malgré ça, il y a eu un très fort désir d'identité de parti rival mais allié. C'est-à-dire que ces gens auraient pu s'unir plein de fois. Et malgré ça, leur façon de s'insulter, leur façon de ne pas s'aimer, même quand ce sont des amis, même quand ce sont des gens proches, ce que ça révèle, c'est que malgré tout, on a envie de pluralisme politique. On a envie de s'organiser dans des partis où on peut choisir le parti qui nous convient le mieux et on peut un peu insulter le parti adverse, mais quand même comme ça se fait partout, comme ça se fait dans un système démocratique. Alors on n'est pas du tout dans un système démocratique sous la domination coloniale, loin de là, mais malgré la domination coloniale, on a quand même 10 années d'expérience pluripartisane. Ben, je vais vous dire une chose qui me trouble moi beaucoup, c'est que jusqu'en 1989, c'est la première expérience pluripartisane qu'a connue l'Algérie. Alors elle est très bizarre, parce que c'est la répression, parce que les élections sont truquées, parce qu'elles fonctionnent mal, mais ce qu'on sent, y compris dans les villages, y compris chez les paysans, y compris dans les petites villes, c'est que les gens comprennent très bien ce que c'est un parti politique, sont tout à fait prêts à jouer le jeu et à s'identifier à des partis pour rentrer dans une compétition, parfois amicale, parfois très, très dure avec les partis adverses, et qu'on a une scène politique avec les deux grands partis nationalistes, le MTLD et l'UDMA. Le troisième larron de cette scène politique, c'est un autre parti qui est indépendantiste, même s'il n'est pas nationaliste, qui est le Parti communiste algérien, et que se joue toute une expérience partisane
dont après on peut retracer les héritages dans l'Algérie de l'indépendance. Et puis je voudrais peut-être finir sur une dernière réflexion, si vous voulez, au sujet de cette expérience de recherche qui a été le travail sur l'UDMA. Je vous ai dit tout à l'heure que ça a duré 15 ans, ce travail. Et donc, la façon dont on racontait l'histoire et la façon dont on racontait l'UDMA au début de ma recherche est en fait assez différente en 2003 de ce qu'elle est aujourd'hui. On a beau dire que ça ne change pas, mais en fait, quand même, ça change pas mal la façon dont on raconte les choses. Et si vous lisez l'introduction du livre, peut-être que vous remarquerez que cette introduction, elle parle presque davantage à l'Algérie de 2003 qu'à l'Algérie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois qu'on est passé... En 2003, l'histoire dominante, l'histoire où l'UDMA était porteuse d'un stéréotype très très négatif était encore très forte. Ces effets de mémoire que je vous ai décrits, le fait que les gens ne se vantaient pas du tout de leur passé d'udmiste, même auprès de leurs proches, même auprès de leur famille parfois, c'était encore extrêmement fort et il y avait encore des réticences à parler. Les gens qui parlaient étaient souvent des gens qui voulaient un peu régler des comptes pour vraiment de façon très militante remettre l'UDMA au centre de la scène. Je me souviens très bien d'une discussion avec Mahmoud Hakimi, un militant de l'Est algérien, de l'ancienne Saint-Arnaud, près de Stef, qui en 2005 était allé aux commémorations du 8 mai 45 et son but c'était de porter la parole de l'UDMA dans la commémoration pour dire que vraiment par rapport au PPA, l'UDMA avait une expérience très différente et que le PPA s'était très mal comporté à l'égard de l'UDMA. Mais ces effets de mémoire étaient encore très forts et en même temps on voyait déjà un peu les choses changer. Je prends un tout petit exemple qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Peut-être que vous vous souvenez, c'était le moment où on recommençait à publier beaucoup dans la presse privée des tout petits livres pour les enfants, des petits livres d'histoire, des petits livrets sur les grandes figures de la Révolution. Il y avait Aban Ramdan, il y avait plein de figures diverses, Karim Belkacem et d'autres, mais il y avait aussi Farhat Abbas, par exemple. Ce qui m'avait un peu étonnée parce que ça détonnait par rapport à l'idée que j'avais d'une mémoire entièrement prise sous le boisseau. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure où malgré tout, la mémoire était encore très pesante. On assiste presque à une renaissance d'une revendication de Farhat Abbas et de l'UDMA. Et cette revendication, elle est différente en France et en Algérie, mais elle existe dans les deux pays. J'ai commencé par la France pour le dire en quelques mots. Il se trouve que dans les dernières années, j'ai été quand même à plusieurs reprises invitée à participer à des colloques ou à donner des conférences sur Farhat Abbas, souvent organisées dans des milieux qui sont des milieux anciens pieds noirs, mais libéraux. C'est-à-dire pas des gens qui sont très Algérie française, au contraire des gens qui sont plus ouverts sur l'Algérie indépendante. Mais où ça m'a beaucoup frappé de remarquer qu'il y a une sorte de nostalgie de Farhat Abbas chez ces gens. Ils ont envie d'entendre parler de Farhat Abbas parce que, je ne sais pas très bien comment le dire, ça leur fait du bien. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi je pense que ça leur fait du bien. Parce que je pense que ce n'est pas des très bonnes raisons en réalité. En tout cas, c'est des raisons qui sont problématiques. Ça leur fait du bien parce que ça leur permet d'imaginer que l'Algérie aurait pu être autre que ce qu'elle a été. Et elle aurait pu être autre et de leur point de vue, mieux que ce qu'elle a été. C'est-à-dire, l'Algérie, elle est très compliquée, mais s'il y avait eu Farhat Abbas à sa tête, avec ses idées très, quand même, libérales, ouvertes, etc., on s'y retrouverait mieux aujourd'hui. Alors, vous voyez à quel point c'est problématique, quand même. Ça part de gens qui sont des gens très bien, hein, qui sont des gens très ouverts, très libéraux, etc., mais il y a dans cette nostalgie de Farhat Abbas une sorte de fantasme de l'Algérie qui n'a pas été et à travers laquelle
il rêve à un avenir qui n'est pas advenu, voilà. Et souvent, il m'invite pour parler de ça, mais moi, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Moi, je sais pourquoi Ferhat Abbas n'est pas devenu président. Parce que la colonisation était intraitable, parce qu'il a fallu faire la guerre, parce qu'il a fallu que cette guerre dure 8 ans, et qu'en 8 années de guerre, toute l'expérience pluripartisane de Ferhat Abbas et des siens, elle s'est perdue. Elle a été vaincue par davantage de militarisme, davantage d'usage de la violence. Et donc rêver que ça aurait pu être autrement, c'est un peu se fermer les yeux sur la dureté du rapport de force qui était celui de l'Algérie coloniale. Et en Algérie, c'est très intéressant, notamment depuis la sortie du livre, parce que d'une certaine façon, on a un peu des expressions similaires de nostalgie de quelque chose qui n'a pas été. Alors évidemment, ça n'a pas tout à fait le même contenu. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont simplement très intéressés de réouvrir la boîte de l'histoire pour voir qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus diverses dans cette boîte qu'on pense. Que c'est pas seulement le MTLD, Messa Ali Hadj, la Révolution, l'ALN et l'indépendance, mais que cette histoire, elle est plus complexe, plus diverse, que voilà. Mais de temps en temps aussi, je lis des réactions et des contributions où j'ai l'impression aussi qu'il y a un risque qui est d'utiliser le souvenir de Ferhat Abbas pour dire quelque chose du présent politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'utiliser comme quelque chose qui aurait pu être mieux ou qui aurait pu être plus réussi, comme un outil politique pour critiquer le présent. Comme historienne, j'ai rien à dire à ce sujet. Simplement, c'est très intéressant de voir l'usage qu'on fait de l'histoire sur une scène politique à un moment politique donné. Ça n'existait pas du tout en 2003, je pense, mais c'est un discours qui se développe aujourd'hui. Et je vois bien, par exemple, dans les questions qu'on me pose parfois autour du livre, qu'il y a cette tentation d'utiliser l'UDMA et Ferhat Abbas comme un outil politique de critique du présent. Je vais m'arrêter là parce que vraiment je voudrais qu'on garde le plus de temps possible pour les questions, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention.